Donc, il y a beaucoup de refroidisseurs et c'est le i91390K et la question est de savoir si vous pouvez le refroidir à l'air. Eh bien, il y a un tas de refroidisseurs ici et nous allons le découvrir et nous allons aussi les comparer ou faire un tableau des scores lequel est le meilleur. Nous avons des refroidisseurs d'air d'environ $20 à environ $150. Certains des bas de gamme et les meilleurs refroidisseurs d'air sur le marché. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer et à quel point ils se comparent. Commençons donc ce long voyage. Best Buy et leurs meilleures offres sont en cours en ce moment, alors vérifiez cela dans la description de la vidéo ci-dessous. J'ai une configuration de banc d'essai ici. Il s'agit de la carte mère Asus Z790 ProArt et j'utilise la carte mère Asus simplement parce que certains des refroidisseurs que j'ai n'ont pas de montage LG à 1700, mais parce que cette carte mère a des trous LG à 1200 et 1700, je peux utiliser les deux refroidissements essentiellement dans ce vin. Et nous allons placer la barre pour la référence avec cette glacière ici. 360 mm AIO du groupe d'équipe T-Force. T-Force, si vous connaissez probablement leur RAM et leur SSD. Et ils ont une sirène 360e GD360 AIO. Et je l'ai installé là-bas. Et ce sera la barre pour voir si les refroidisseurs d'air peuvent être meilleurs qu'un AIO de 360 mm ou moins ou comment ça marche. Nous avons donc une utilisation descente du processeur par rafale de quelques minutes, puis il y a une petite pause, puis encore et encore et encore. Il prend la moyenne de tous ces éléments et calcule ensuite le score. Nous savons donc exactement que plus notre processeur sera froid, plus la vitesse d'horloge sera élevée et donc meilleures seront les performances. La note la plus importante ici sur la configuration du banc d'essai est les limites de puissance réelle PL1 et PL2. Maintenant, Intel de l'usine dit que la puissance maximale qu'il va tirer est de 253, donc le PL2. Soit 253 et le PL1 est de 125 watts. Mais nous savons que chaque carte mère, lorsque vous l'insérez, va juste la booster. Si vous avez activé l'amélioration multicœur que nous avons ici sur la carte Asus, elle consommera environ 330 watts et en fait, aucun refroidisseur sur le marché ne pourra suivre cela simplement parce que la chaleur réelle se fait sur un si petit endroit et il est difficile d'obtenir le refroidissement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé la limite PL1 et PL2 à 295 watts. Bien plus que ce qu'Intel suggère que le processeur devrait faire, mais pas tout à fait ridicule, nous rendons donc nos tests complètement inutiles car tout va être un étranglement thermique. Mais de cette façon, nous pouvons voir combien de temps il peut maintenir cette température avec 295 watts maximum. 10 minutes vont et 0 cela. Une autre chose que je veux montrer est ici la fenêtre de puissance Turbo Boost que j'ai réglée sur 128 secondes, ce qui est le maximum, mais PL1 et PL2, comme vous pouvez le voir, sont de 285 watts. Comme vous pouvez le voir sur les deux premiers passages, l'AIO se maintient bien à environ 91 degrés. 285 watts tirés de la prise que vous pouvez voir ici. Nous pouvons également voir les vitesses d'horloge ici. 5.3 et nous verrons combien de temps cela peut-il continuer. Pour le moment, nous ne sommes pas en étranglement thermique et si vous voyez un oui rouge ici, nous sommes en étranglement thermique comme si nous pouvions ouvrir cela. Voyez pour le moment rien n'est en étranglement thermique. Comme vous pouvez le constater, nous avons légèrement étranglé thermiquement pendant 1 minute. Je parie que c'était l'un des P-Core IEP P-Core 5 légèrement étranglé thermiquement. Comme vous pouvez le voir, les vitesses d'horloge ont du mal à se maintenir à 5,3 GHz, elles passent à 5,2, 5,4 et ainsi de suite. Nous verrons donc quel est le score à la fin des 10 minutes. Test terminé et on ne voit que 38 980 points avec l'AIO. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait des accélérations thermiques là-bas, mais je regarde juste les températures moyennes exactes ici aussi. 93 degrés de moyenne en 10 minutes et 16 secondes. La température maximale était de 97, mais l'étranglement thermique ne se produisait en fait que sur 2 cœurs avec cet AIO, ce à quoi vous vous attendez à ce que seuls certains des cœurs fonctionnent un peu plus chaud que les autres. Arrêtez et passons à la première zone. Refroidisseur d'air.
Au fait, pour tous les refroidisseurs, j'utilise la nouvelle pâte thermique Arctic MX6 et j'utilise la spatule pour l'étaler afin d'obtenir une application uniforme sur les processeurs. D'accord, nous avons la prochaine glacière allumée et nous allons faire 10 minutes d'avance sur cette moyenne. Allons-y. Regardez qu'un seul test ici sur ce refroidisseur d'air à 93 degrés tirant 285 watts. Nous ne sommes pas en train d'étrangler thermiquement, juste le noyau thermique étranglé 5 à 96 degrés. Alors maintenant, la deuxième manche est déjà un étranglement thermique, mais oh, il fait beau et chaud ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette glacière? Voici le Noctua NHU12 Acromax Black et c'est l'un des incroyables refroidisseurs incroyables de Noctua qui est si petit mais qui offre toujours autant de puissance de refroidissement. Mais cela a des fans très silencieux. Ce sont les ventilateurs NF112X25 et ils sont comme l'un des meilleurs ventilateurs que vous puissiez obtenir au monde. Si silencieux mais poussent tellement d'air à travers. Eh bien, voyons quels seront les scores finaux, car en ce moment, nous tournons à 100 degrés et, comme vous pouvez le constater, les vitesses d'horloge sont déjà de 5,2 et non plus de 5,3. Alors on verra. Comme vous pouvez le voir, nous ne tirons plus 285 watts, il y a 277 watts, donc cela réduit la puissance. Le test est donc terminé et nous pouvons voir que le score était de 38 335. Comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de différence. Nous ne sommes que 1,65% plus lents, donc comme vous pouvez le voir, un refroidisseur d'air peut assez bien suivre le refroidisseur de liquide et si vous regardez les vitesses d'horloge moyennes sur cette période, la cause maximale sur le 360 était de 5,3. Et puis sur l'aéroréfrigérant c'était 5,17 donc environ 200 MHz en dessous mais des scores toujours très intéressants. Passons au prochain refroidisseur Noctua. C'est maintenant le refroidisseur le plus puissant de Noctua. C'est le NHD15 et c'est une version Chromax Black. Il y a aussi la version argentée mais essentiellement la même. Voyons donc si cela va réellement être mieux formé que le NHU12A. Au vu des premiers résultats, le NHU12A s'en sortait mieux car nous avions déjà 98 degrés ce que le NHU12A ne faisait pas autant. Donc, celui-ci thermique s'est étranglé plus rapidement, ce qui est intéressant. Mais aussi une autre chose intéressante qui vient de me faire réfléchir. Le NHU12A avait les caloducs qui montaient en fait de cette façon qui, sur le dissipateur thermique, montaient dans le même type de direction. C'est la direction opposée et je me demande si le placement du dissipateur thermique sur Intel 13e et 12e génération est meilleur dans l'autre sens, car il couvrira simplement les meilleures zones où la chaleur est dissipée. Et une autre chose est que cela signifie simplement à quel point une application de pâte thermique est efficace lors de l'utilisation réelle de certains des refroidisseurs d'air. Je recommande fortement d'utiliser l'une de ces spatules afin que vous puissiez réellement l'étaler sur tout l'IHS afin de ne pas laisser d'espace ou d'endroit vide, car lorsque vous appuyez sur chaque petit espace qui n'établit pas un bon contact avec le dissipateur thermique entraînera en fait des vitesses d'horloge ou des températures inférieures, etc. Comme vous pouvez le voir, nous tirons 273 watts au lieu de 285 comme vous pouvez le voir. Il n'a même pas réussi à atteindre 100 285 comme vous pouvez le voir 284 et les vitesses de pointe ou d'horloge sont de 5,1 GHz là-bas. 5.2, 5.1 c'est comme avoir du mal à garder ce 5.2. Si nous examinons l'étranglement thermique ici, un grand nombre de cœurs ont un étranglement thermique sur ce dissipateur thermique, mais les 5 et 7 sont ceux qui sont les principaux là-bas. Voyons les températures. Évidemment, tous les noyaux E sont tout à fait corrects, ils n'atteignent même pas 90 degrés, mais tous les noyaux P sont assez élevés. Mais regardez cela bien que les noyaux 0,1 et 2 soient assez élevés. Et puis les deux derniers cœurs un peu plus haut,
Donc peut-être que c'est le placement en fait sur la matrice, certains des cœurs chauffent plus ou évacuent un peu mieux la chaleur. Alors maintenant, en regardant les scores, nous avons obtenu 37 364 points, ce qui est en fait environ 4% plus lent maintenant que l'AIO. Encore une fois, pas une énorme différence d'environ 3,4% plus lente que le NHU12A réel. Passons à la prochaine glacière. Voici ce que je veux dire ici. Si vous regardez le dissipateur thermique, l'IHS réel était de cette façon et j'aurais également pu le mettre dans une orientation différente de cette façon. Mais alors nous aurions pu avoir les dissipateurs de chaleur ou les caloducs un peu différemment ou placer certains de ces endroits qui auraient pu évacuer la chaleur dans l'autre sens. Alors juste quelque chose à essayer. D'accord, et nous avons étranglé thermiquement en environ 5-10 secondes, quelque chose comme ça. On dirait que ce refroidisseur n'est peut-être pas aussi mauvais que le NHD15. Il s'agit à nouveau d'une double tour, mais il n'a que 5 caloducs et ils sont exactement de la même manière, un peu comme sur le côté plutôt que sur de longs chemins sur le processeur. Ce refroidisseur s'appelle Noctua NHD12L. Vous pouvez donc l'obtenir en tant que ventilateur unique qui se trouve juste au milieu. Donc, fondamentalement, un refroidisseur de facteur de forme très petit, mais qui contient toujours une tonne de puissance. Il utilise les mêmes ventilateurs que sur le premier refroidisseur, le Noctua NFU12A, mais ceux-ci sont juste marrons et les coins ont été rasés juste pour ce refroidisseur. Donc, fondamentalement, il s'agit du même type de glacière, mais leur forme est différente, mais ils sont exactement les mêmes. Maintenant, une autre chose à garder à l'esprit est que lorsque nous passons au refroidisseur et que nous passons à ce test, vous pouvez voir que la température réelle dans la pièce est un peu plus chaude. Il fait actuellement 24,9 degrés. Commencé à 22, il fait donc 2 degrés de plus ici, ce qui signifie que tout l'air et tout ce qui y est poussé est de 2 degrés plus chaud. Donc, juste pour que vous sachiez que le 360 mm avait le plus grand avantage en termes de température ambiante. « 270 en ce moment 268. Le NHD12L a terminé et, fait intéressant, nous avons obtenu un score un peu plus élevé que le NHD15. Maintenant, juste en regardant mon application de pâte thermique, je pense que j'ai mis un peu plus sur celui-ci que sur le NHD15, mais le NHD15 a encore beaucoup de pâte thermique. Tout l'IHS a été couvert mais a peut-être juste besoin d'un peu plus juste à cause des supports de montage, etc. Mais c'était un peu plus rapide que le NHD15 et nous avons obtenu 38 055 points et nous étions 2,37% plus lents. Les températures maximales étaient de 102 et de 99 comme moyenne et les vitesses d'horloge étaient plutôt bonnes. À peu près la même chose que ce que nous avons vu sur les précédents. Pas aussi élevé cependant que sur l'AIO mais toujours là. D'accord, il est temps de consulter Best Buy et leurs meilleures offres en cours en ce moment. Et ils changent constamment, il vaut donc la peine de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir s'il y a de nouvelles offres en cours et des économies massives à réaliser. Soit dit en passant, si vous êtes membre de TotalTech, vous bénéficiez d'offres supplémentaires en tant qu'exclusif pour les membres de TotalTech. Mais choisissez une catégorie qui vous intéresse et regardez combien vous pouvez économiser. Voici donc quelques-unes des offres que je vois qui se démarquent et qui valent la peine d'être vérifiées. Donc, évidemment, les téléviseurs. Si vous recherchez un téléviseur, il y a d'énormes économies sur la télévision là-bas. Oh, c'est bien de 2,8 000 à 1,900. Je sais que c'est cher, mais il y a aussi de grosses économies là-bas. Il y a des téléviseurs pour toutes sortes de tailles et de prix. Voici une petite astuce en allant trier la meilleure remise et ensuite vous pourrez voir où vous allez obtenir le plus de remises. Regardez, ce LG OLED est de 600 quid de 1348 pouces. C'est une affaire absolument incroyable. De plus, les ordinateurs portables sont sur un accord et cet ordinateur portable que vous pouvez voir ici est également sur un accord là-bas et regardez que ce ROG Zephyrus 14 est à 550 $ de réduction. C'est une économie ridiculement ridicule et une performance incroyable que vous pouvez obtenir pour cette monture. Et si vous aimez la couleur blanche, il n'y a rien de tel là-bas. C'est absolument incroyable, l'un de mes ordinateurs portables préférés que j'utilise tout le temps. De toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne, allez la voir. Mais un autre ordinateur portable clé est cet Acer Predator, qui a un processeur 12700H et RTX 3076 Go de RAM DDR5 et 512 de stockage et c'est moins de 1000 $. Je sais que c'est un ordinateur portable de jeu mais il y a une tonne de puissance qui vaut la peine d'être vérifiée.
Il y a toutes sortes d'ordinateurs de bureau en vente. Regardez ce HP Omen à 450 $ de réduction. Configuration PC complète. Si vous cherchez un moniteur, il y a ce panneau IPS Lenovo 27 pouces à 350 $ de réduction. Il y a des moniteurs économiques et haut de gamme, toutes sortes d'offres, allez les vérifier. Également accessoires et rangements. Je veux dire que c'est l'un des meilleurs ici. Ce modèle Samsung 980 d'un Teraoctet, je sais que ce n'est pas super rapide, mais le lecteur Gen 3, mais c'est 54 $. C'est tout simplement ridicule. Les disques Samsung 970 Evo sont vraiment très bon marché. Même ce bouclier T7 qui coûte généralement environ 80 $ ou 90 $, quelque chose comme ça. Oh ma parole, le modèle 980 Pro d'un Teraoctet coûte 80 $ pour NVMe, un Teraoctet super rapide. Regardez le SN850X noir numérique, l'un des disques les plus rapides de la planète Terre pour un modèle de 2 Teraoctets 159 $, 80 $ pour un Teraoctet. C'est un prix fou. Même les GPU ont réduit ce 3080 Ti de GB Gaming GOG à seulement 836 $. C'est un très bon prix pour un modèle de GPU de 12 Go. Les processeurs, les tablettes, les accessoires, les téléphones, toutes sortes de choses, sont probablement une caractéristique faible, comme le signal nourricier de HTC Angeles, et c'est la couverture de Microsoft. Intéressant. Toujours pas d'étranglement thermique et nous l'avons fait beaucoup plus tard que tous les autres. Le NHT15 devrait avoir beaucoup plus de capacité de refroidissement, 2 tours, mais il a toujours les 6 caloducs, ce qui est le même qu'ici. Mais celui-ci n'a qu'un seul ventilateur que nous utilisons ici, mais il a atteint l'étranglement thermique beaucoup plus tard. Nous verrons donc ce que les scores réels montreront. Le chauffage est agréable et chaleureux. Je pourrais sécher mes cheveux ici. Comme vous pouvez le voir, les vitesses d'horloge ne sont pas si mauvaises. 5.1 mais descendez à 5 là. 5.5 au début mais ensuite 5.1 donc ça a même du mal à tenir le 5.1 donc on verra où ça va atterrir en termes de température. 104 comme température maximale. 266 watts ont tiré donc un peu moins que 285 là-bas. Seulement 2 cœurs. Accélérateur thermique, mais à peu près tous les cœurs P ont un accélérateur thermique. D'accord, le U14S est terminé et ce que nous pouvons voir est en fait un score un peu plus élevé que le NHT1 de haut, ce qui est en fait ce que nous devrions obtenir car il a un peu plus de performance thermique ici. Ce n'est que légèrement plus rapide, mais nous sommes 2,2% plus lents que la IO, donc toujours un type de performance très impressionnant sur celui-ci. Passons maintenant au refroidisseur d'air frais profond. Maintenant, ce refroidisseur a déjà une patte thermique préinstallée, mais nous allons la supprimer juste pour retirer la patte thermique de l'équation. Donc je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien donc on met la patte thermique tout de même. Comme vous pouvez le voir à nouveau, ce refroidisseur de processeur a des caloducs qui fonctionnent sur de longues distances, car il s'agit de l'un des premiers processeurs qui est en fait rectangulaire plutôt que complètement carré. Nous verrons donc comment celui-ci se comporte en termes de chaleur et dans quelle mesure il suit tout cela. D'accord, cet AK400 est le même, les caloducs iront loin comme je l'ai mentionné, mais il a 2 refroidisseurs et nous verrons à quel point celui-ci est bon. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il s'agit d'une glacière extrêmement silencieuse. Bon allez y allons. D'accord, cet accélérateur thermique est assez rapide là-bas, mais c'est très silencieux. D'accord, nous sommes à peu près à mi-chemin et en regardant les fréquences P-Core, nous exécutons en fait environ 5 GHz, ce qui est l'une des plus basses que j'ai vues et nous tirons ce qui était de 250 watts.
Ouais, regardez, c'est 251 watts quelque chose comme ça, donc évidemment nous avons atteint la limite thermique de celui-ci assez rapidement. Oui, le dissipateur thermique est très chaud. Donc ce petit gars a terminé et nous avons un score de 37 559. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en fait légèrement supérieur au Chromax NHD15 de Noctua. Cela montre à quel point une application de pâte thermique que j'ai eue ou l'orientation réelle du caloduc est si importante ici. Comme vous pouvez le voir, celui-ci n'a que 4 caloducs par rapport aux 6 plus 2 tours sur le Noctua, mais comme il fonctionne de la même manière que le processeur, nous obtenons des scores légèrement meilleurs avec celui-ci. Même si nous avions une vitesse d'horloge inférieure, le score réel était légèrement supérieur à celui de Noctua, mais nous parlons d'environ 0,5%, ce qui n'est pas réellement perceptible. Mais mettons la prochaine glacière en marche, voyons ce qui se passe. C'est énorme ici car vous pouvez voir une partie massive du dissipateur de chaleur par rapport au précédent, c'est comme le double de la taille du dissipateur de chaleur comme vous pouvez le voir, boum boum. Mais il y avait un ventilateur auparavant, il y avait 2 ventilateurs. Je pense que celui-ci a 5 caloducs, donc un caloduc de plus que l'AK400. Voyons à quel point celui-ci le fait. Début est 0. D'accord, l'AK500 vient de se terminer et nous avons obtenu un assez bon score, donc en regardant le score, c'est 37 860, ce qui est 2,87% plus lent que le 360 mm AIO. Il est plus rapide que l'AK400 mais légèrement plus lent ou inférieur que le Noctua NHD12L. Le 12L avait en fait 2 ventilateurs, alors c'est peut-être ce qui l'a aidé là-bas. Mais cela reste très intéressant. Ce que j'aime à ce sujet, c'est qu'il a un très bon score. Celui-ci et le design comme le design ressemble à un énorme bloc de choses mais pour être seulement 2,9% plus lent que l'AIO, c'est très intéressant. Passons au suivant, le meilleur de chez Deepcool qui est le Dual Tower AK620. Mais le truc, c'est celui-ci ici maintenant, si je ne me trompe pas, les caloducs le font fonctionner dans l'autre sens. Nous verrons donc si nous voyons des performances similaires à celles du NHD15 de Noctua. Je touche juste ces dissipateurs thermiques Veram ici, ils sont comme très chauds, probablement 45, 50, 60 degrés quelque chose comme ça, comme assez chaud. D'accord, c'est maintenant la K620 à étranglement thermique instantané qui était intéressant. Thermique étranglé mais est ensuite revenu. Maintenant ce n'est pas un étranglement thermique et maintenant échangé à nouveau, donc c'était intéressant, encore une température assez élevée pour la première fois là-bas, donc peut-être avons-nous vu le même type de caractéristiques que parce que les caloducs vont dans l'autre sens, ce serait mieux s'il allait dans l'autre sens. Juste comme une touche un peu plus longue sur les caloducs là-bas. Je dois dire que j'aime vraiment ces conceptions Deepcool, juste le ventilateur est vraiment cool et puis juste le genre minimaliste d'un refroidisseur de tour qui est assez puissant. Évidemment, nous tirons plus que les limites d'Intel à 85 limites juste pour pousser chacun de ces refroidisseurs au maximum pour voir à quel point ils les refroidissent et maintiennent les vitesses d'horloge. Donc en ce moment c'est à la 3e place ici maintenant. Le seul meilleur refroidisseur est le NSU12 a donc très bon score pour celui-ci, même si c'était le refroidisseur de la tour dans l'autre sens, donc j'ai le sentiment que le NHD15 avait une sorte de chose intéressante. Peut-être qu'à la fin nous le referons parce que pour le moment je ne suis pas tout à fait satisfait de la performance de celui-ci parce que celui-ci devrait être beaucoup plus élevé à moins qu'il n'y ait une sorte de chose physique qui n'entre pas tout à fait en contact avec eux, mais nous verrons ce que nous pouvons faire à ce sujet.
Quoi qu'il en soit, j'ai finalement installé le blanc, tout est installé. Voyons comment il fonctionne bien et mettez-le à 0. Accélérateur thermiques instantanés. Ainsi, le duo d'e-sport d'Arctic Freezer a en fait terminé et le score que nous avons obtenu était de 37 139, ce qui est 4,72% plus lent que l'IO de 360 mm. Maintenant, c'est presque le même score de 0,5, 0,6% similaire à ce que nous avions le Noctua NHD15, donc je suppose que nous allons devoir refaire le NHD15 ici. Ceci ici est l'un des refroidisseurs les plus différents que nous ayons ici, c'est le refroidisseur à courant descendant et c'est un Darkrock TF2. Il y a deux ventilateurs un peu comme deux tours, mais ils sont en quelque sorte empilés l'un sur l'autre, donc vous soufflez l'air, ce qui va probablement nous donner la meilleure température de refroidissement VRAM parce que nous allons souffler l'air frais, mais voyons comment ça marche. Bon, 10 minutes aller et 0. Étranglement thermique instantané. Commencez par exécuter des vitesses d'horloge assez élevées, nous verrons combien de temps cela va durer. Regardez celui-ci, il nous reste 4 minutes et il fonctionne à 4,9 GHz. X c'est quelques centaines de mégahertz plus bas. « 6514 points, soit 6,3% de moins que l'IO. Maintenant, même si le pourcentage ne semble pas si bas là-bas, la chose intéressante est que nous tirions des puissances beaucoup plus faibles et cela montre simplement que ce n'est pas aussi bon d'un refroidisseur que ce que nous pouvons voir de vous savez les AIO et certains de les autres refroidisseurs d'air bien qu'il y ait 6 caloducs et qu'ils fonctionnent de la même manière. Mais toujours pas aussi bon que les autres. Ensuite PureRock 2FX. Bel éclairage RVB, allons-y et étranglement thermique instantanément. Honnêtement, je pense que ceux de Biquet ont une sorte de problème de montage, beaucoup de refroidisseurs ont juste la même conception à 4 tuyaux, mais ils ne tirent pas autant de puissance que certains des autres refroidisseurs, donc c'est juste intéressant. Nous avons donc obtenu un score de ce Biquet PureRock et comme vous pouvez le voir 36 353 et c'est en fait le score le plus bas pour autant que vous puissiez voir que les vitesses d'horloge étaient également inférieures à 5 GHz en moyenne sur le SOPK et des températures assez chaudes. Maintenant, la prochaine glacière est intéressante, celle-ci est Assassin X120R de Thermalright et c'est en fait comme une glacière à 19 $, d'accord, c'est l'une des glacières les moins chères que vous puissiez obtenir, donc je suis très curieux de savoir où cela va-t-il se glisser dans ce flic de spec, alors changeons cela et voyons ensuite à quel point ce refroidisseur est bon. La glacière est allumée, voyons quel type de magie a-t-elle dans sa gaine, quoi d'autre, faisons-nous 10 minutes et c'est parti. D'accord, nous y allons avec l'étranglement thermique. Regardez qu'il reste 56 secondes et que notre glacière à 20 $ maintient toujours le 13900K à environ 5 GHz juste à 4,5 GHz. 4,9 mais certains des refroidisseurs précédents étaient déjà à 4,9 à ce stade. Regardez d'abord 5,5 puis descendez à 5. 5 points, un certain des noyaux très intéressants.
Donc, ce refroidisseur de 19 $ a obtenu 37 257 points, ce qui est 4,42% plus lent que l'AIO en termes de score, évidemment pas en termes de température et de qualité de refroidissement, mais en fait, en voyant à quel point il refroidit bien les 13900K en 10 minutes. Test. Maintenant, c'est plus rapide que l'Arctic Freezer et les deux refroidisseurs Bic que nous avions ici, résultat très intéressant ici. Maintenant, nous avons un refroidisseur similaire, l'Assassin King 120CE, qui a en fait 5 caloducs, celui-ci en a 4, nous allons donc le remplacer par le caloduc à 5 caloducs, puis voir quelle est la différence. Soit dit en passant, chaque patte thermique de configuration de testament de refroidisseur que j'utilise pour nettoyer tout cela sera lié dans la description ci-dessous si vous voulez en choisir un, alors vérifiez-les là-bas. Ainsi, l'Assassin King a terminé et nous avons obtenu 37 083 points, ce qui est en fait un score inférieur à celui de la version à 4 caloducs, ce qui est tout simplement très intéressant. La version à 4 caloducs a obtenu un score supérieur d'environ 0,6% à 37 257, celui-ci à 37 083, mais nous sommes 4,87% plus lents que l'AIO en termes de test thermique de 10 minutes. Intéressant qui se refroidit très vite mais les VRM sont chauds. Le dernier refroidisseur que nous avons ici est le Thermal Reed Peerless Assassin 120, il s'agit donc d'une double tour qui ne coûte que 40 $ également et je vous recommande fortement de vérifier tous les refroidisseurs dans la description ci-dessous, mais c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix dans le monde, mais voyons à quel point c'est bon maintenant en fait. Refroidissez-le, installez-le et nous verrons ensuite. D'accord, donc ce refroidisseur infâme, alors le meilleur rapport qualité-prix, jetons un coup d'œil 10 minutes à ce qui n'est toujours pas un étranglement thermique, et avec un étranglement thermique, cela a donc pris un peu de temps jusqu'à ce que nous ayons un étranglement thermique, nous poussons toujours 285 watts à travers, nous allons voir à quel point cela va faire. D'accord, ce mauvais garçon vient de finir de jeter un coup d'œil au score de 38 206, c'est la 4e place de la glacière et le coût est inférieur à la moitié de ceux qui sont au-dessus, c'est seulement 1,99% plus lent que l'AIO mais c'est tellement moins cher, c'est très intéressant. Maintenant ce que je vais faire, c'est hors caméra, je vais refaire le test NHD15 parce que je ne suis pas content de savoir où cela s'inscrit là-dedans. Très bien, donc tous les refroidisseurs ont été testés maintenant et il est temps d'examiner les résultats et de tirer une sorte de conclusion sur ce que nous avons appris et certaines des choses que nous ne devrions pas faire. Numéro 1, oui, le 3900K peut être refroidi par air, comme vous pouvez le voir même dans les refroidisseurs les plus bas ici, ce que nous pouvons voir le BeQuier Pure Rock 2FX, il n'est que 6,74% plus lent à des limites de puissance de 285 watts, ce qui est absolument insensé, évidemment. Nous laissons le carte-mère pousser au maximum là-bas, donc si vous voulez refroidir le 3900K, c'est possible mais je recommande fortement de s'en tenir au. Valeur recommandée par Intel, soit 253 watts à la limite place 2 et si nous abaissons les limites et que nous testons à nouveau tout cela, vous verrez une différence beaucoup plus petite entre le meilleur et le plus bas refroidisseur simplement parce qu'ils sont tous capables de maintenir les vitesses d'horloge beaucoup plus élevées et nous ne sommes pas moins vous savez thermiquement limités ici, cela pousse massivement cela aux limites thermiques. Et vous savez que ce n'est pas le test habituel du processeur ou comme le test du refroidisseur, mais c'est juste pour montrer que d'accord et si nous mettions un très mauvais refroidisseur sur les processeurs Intel à quel point les performances sont-elles mauvaises à la fin en fait parce que les processeurs et la carte mère sont si intelligents qu'ils vont s'arrêter tout de suite s'ils ne peuvent pas garder si c'est thermiquement mauvais ou si nous arrivons au TJ max, cela commence à baisser. Voyons ce qui se passe et à quelle hauteur sont les vitesses d'horloge et quelles sont les performances réelles du processeur.
ou du système réel, mais comme vous pouvez le voir sur les 13e et 12e générations de processeurs Intel, la forme du processeur est en fait différente et c'est pourquoi il y a certaines complications plus froides dans AM5 est toujours un peu la même que AM4 en termes de la taille et vous savez la forme et tout la forme est différente mais le refroidissement est un peu le même mais maintenant ici c'est un peu rectangulaire ce qui signifie un peu problème et comme vous pouvez voir les résultats NHD15 ici, je l'ai fait la deuxième fois aussi et c'était juste ce matin quand c'était un nouveau jour, la pièce est beaucoup plus fraîche comme quelques degrés de pâte thermique plus froide, je veux dire je l'ai durci pâte thermique en veillant à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise application de la pâte thermique afin que tout soit bien recouvert et que vous puissiez voir que le Chromax Black est obtenir un score légèrement plus élevé comme vous pouvez le voir là-bas, c'est toujours 37 000, nous n'allons pas atteindre la barre des 38 000, il ne pouvait pas tout à fait pirater celui-là mais environ 300 points de plus, c'est ce que nous avons amélioré d'environ 0,7% mais vous pouvez voir que la K500 et le NHD12 et un NSU1 4S, ils sont tous meilleurs, mais ce sont en fait des refroidisseurs bas de gamme si vous mettez cela comme un système Ryzen avec une prise AM4 ou une prise AM5 verrez que NHD15 a le plus de types de capacité thermique pour refroidir les choses en bas. Et c'est le refroidisseur Noctua le plus haut de gamme avec 2 tours et tout, mais ici, nous pouvons voir que ce n'est pas tout à fait le résultat avec toutes les tours doubles et certains des refroidisseurs d'air doivent être repensés et je pense que Noctua le fera ceci avec le NHD15. Je n'ai encore rien entendu de concret, mais Noctua si vous avez un nouveau refroidisseur là-bas, j'aimerais le vérifier. Ainsi, lorsque nous voyons comme les meilleurs refroidisseurs et les refroidisseurs les plus bas, nous devrons en fait maintenant, à cause du nouveau type de conception de forme de processeur, commencez à roadster cela et lorsque vous voyez des tests en ligne qui sont testés peut-être dans le bas ou comme un autre type de des plateformes comme Ryzen ou des processeurs Intel antérieurs qui sont en fait carrés, cela pourrait être une histoire un peu différente simplement parce que les matrices sous l'IHS pourraient être à un endroit différent et que les refroidisseurs pourraient être utilisés ou évacuer la chaleur beaucoup mieux que maintenant. Donc, à moins que ces refroidisseurs ne soient testés avec des processeurs Intel de 13e ou 12e génération, vous savez que je le prends avec un grain de sel si vous prévoyez d'aller refroidir à l'air l'un de leurs 12e et 13e génération. Ce qui m'amène à la conclusion qu'un AIO pour ces processeurs Intel haut de gamme est un must car vous pouvez voir que la Sirène 360 AIO complète l'un de ces refroidisseurs d'air ici et c'est vraiment pour voir même le meilleur travail permet où vous feriez voir les 285 watts tirés peut-être comme je ne sais pas 30-40 secondes, les AIO de 360 mm sont capables d'extraire toute la chaleur sans étranglement thermique mais les refroidisseurs d'air généralement après 5, 6, 7, 10 secondes quelque chose comme ça, ils commencent à s'étrangler thermiquement et les fréquences et l'eau commencent juste à descendre et vous savez que tout commence à jouer le jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous utilisez des processeurs Intel qui fonctionnent comme les 200 watts et plus, je recommanderais un AIO. Évidemment, les plus bas peuvent également avoir un AIO, mais ce n'est pas nécessaire là-dedans, mais je dirais que 200 watts et plus si nous voyons le Turbo Boost là-bas, ce sera définitivement un territoire AIO ici juste pour obtenir les choses d'ultime et vous ne le faites pas voulez que votre CPU tourne à 100 degrés tout le temps. Plus la température du CPU est basse, plus c'est sain pour le CPU. S'il fait 50 ou 75 degrés, il n'y a pas beaucoup de différence si nous commençons à atteindre le très haut de gamme, c'est mauvais, mais si vous gardez le processeur chargé sur la charge à la même température, ce n'est pas aussi grave que les pics de température qui sont mauvais pour le processeur qui est l'AIO peuvent en fait aider à se refroidir. La pire chose pour un processeur et un silicium est la charge très élevée en rafale, puis un refroidissement très important, car les pics de température peuvent provoquer des fissures sur certains des siliciums que vous connaissez. C'est dans des cas très bas de gamme dont vous n'aviez pas vraiment besoin de vous inquiéter, mais en théorie, c'est ce qui s'est passé. Alors oui, le 13900K peut être refroidi par air, mais je pense vraiment que certains des refroidisseurs haut de gamme sont pour le 13700K. Je sais qu'il y en a 240 quelque part là-bas comme la puissance tirée, mais je pense toujours qu'ils feront un bien meilleur travail pour refroidir cela. Par exemple, le Noctua NHU12 A ici comme vous pouvez le voir est probablement l'un de mes refroidisseurs préférés si nous parlons d'argent correct n'est pas un obstacle ici refroidissement par air ce qui est le meilleur là-bas il a l'air sympa c'est compact c'est noir c'est très silencieux mais offre toujours une tonne de performance, car vous pouvez voir le meilleur refroidisseur d'air ici dans le groupe. Mais ensuite, les refroidisseurs à double tour avec l'AK620DAC sont très bons et seulement légèrement plus lents et le roi du budget absolu comme je l'ai prêché sur ma chaîne.
Le Thermalright Peerless Assassin 120 est juste là en haut avec AK620DAC et NHU12A. NHU12 est comme 3 fois le prix de ce refroidisseur. AK620DAC est, je pense, 2 ou un peu plus là-bas, donc c'est impressionnant d'obtenir ce type de performance avec un refroidisseur à si bas prix. Et la dernière chose que je veux mentionner, c'est que l'application de pâte thermique est vraiment très importante et dépend de la pâte thermique que vous utilisez, et j'étais assez content de celle-ci ici, l'Arctic MX6 qui est la nouvelle pâte thermique d'Arctic. C'est comme le composé thermique haut de gamme. Vous pouvez également obtenir certains des plus chers, mais c'est assez abordable, mais le plus récent dépense également un peu d'argent, peut-être 10 à 15 $ ou même 20 $ si vous obtenez le système haut de gamme pour obtenir une meilleure pâte thermique et y mettre un peu de pâte thermique pour vous assurer que votre refroidisseur aura un bon contact tout autour du CPU. Je me suis en quelque sorte éloigné de la conception en pointillé du processeur et je veux l'étaler et m'assurer qu'avant même de mettre le refroidisseur, je peux voir que la pâte thermique est partout sur le processeur, et puis quand j'ai posé la glacière, je sais que cela se propage partout et qu'il n'y a aucune partie de l'IHS qui n'est pas couverte, donc je recommanderais. Vous faites la même chose aussi parce que comme vous pouvez le voir avec le Noctua Chromax, nous avons obtenu un peu de meilleure performance là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que les températures dans la pièce sont un peu plus basses ou que l'application était mieux, mais je pense que cela compte vraiment. Si vous voulez vous construire la meilleure banque pour Boker Crater PC, consultez le guide de construction dans la description ci-dessous. Il y a un PC pour votre budget, il y a 4 parties vidéo, choisissez celle qui est la plus proche de votre budget, puis dans la vidéo, je suis expliquant comment vous pouvez configurer et ajuster le budget à vos besoins, certainement le meilleur à vérifier pour les cratères si vous le souhaitez. Et si vous cherchez à économiser de l'argent et à obtenir les meilleures performances PC, c'est dans la description ci-dessous. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé et à bientôt, bye bye.